Libermundi, dans la série Passeur, nous sommes avec le docteur Marc Escalande pour un livre, mon roman de Covid, L'aventure vers le nouveau monde. Marc, bonjour. Oui, bonjour. Alors Marc, vous êtes médecin, vous avez une pratique de la médecine depuis une cinquantaine d'années. Rapidement, nous dire un petit peu votre parcours. Eh bien, des études médicales en Alsace, à Strasbourg. Très très tôt, je me suis engagé à l'hôpital comme infirmier. Jusqu'en 5e année, nous sommes internes, fonction d'interne. Donc j'ai passé 5 années à l'hôpital, dont 3 années de chirurgie. Et puis ensuite, je me suis destiné à la médecine générale pour découvrir un tout autre aspect. Je dis, à l'hôpital, je faisais la cuisine du patron. Et quand je me suis installé en médecine générale, je faisais ma propre cuisine. Et ça me plaisait beaucoup. Et c'était très très inventif parce que quand on fait sa propre cuisine, on peut faire beaucoup de choses et de découvertes et d'innovations. Alors maintenant, nous sommes dans l'Aude. Vous avez exercé un petit peu dans l'Aude Non, du coup? pas Non, du tout. pas du tout. Vous êtes en retraite, on va dire, à peu près. Retraite depuis déjà 15 années. Oui. 15 années. Alors là, on a traversé, l'humanité a traversé l'épisode d'une pandémie, appelée la pandémie de Covid-19. Et dans votre livre, vous témoignez d'une expérience, d'un choix que vous avez fait, c'est de collaborer, enfin, ou de travailler dans un espace de vaccination. Donc du coup, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui explique cette volonté d'expérience qui n'a pas dû être facile pour vous d'être... C'était alors, passionnant. ouais. Mais enfin, l'intensité de cette époque, j'avais la possibilité de rester chez moi, dans ma retraite, ou de m'engager effectivement dans les centres de vaccination et pour voir ce qui s'y passait. Donc, étant curieux de nature et aimant la navigation, aussi quelquefois les temps pas tout à fait favorables, je suis allé au centre pour faire l'expérience et comprendre ce qui s'y passait. Alors vous y êtes allé, enfin, en lisant votre livre, on voit que vous n'êtes pas a priori anti-vax, vous êtes quelqu'un qui a les pieds sur terre, mais vous avez voulu rentrer, il y a des exemples de personnes que vous avez rencontrées, et quelles leçons de vie vous tirez de cette expérience que vous avez vécue là? Alors l'essentiel de cette expérience, c'est la puissance, la force du verbe, de la parole, de la bonne parole ou de la mauvaise parole. Mais l'injonction peut effectivement détruire, conduire à la maladie, comme par exemple je prendrais ce que tout le monde connaît, c'est le harcèlement au travail ou le harcèlement domestique à la maison. Si quelqu'un vous répète jour après jour, tu es un sale type, tu es une sale bonne femme, tu es un sale gosse, tu vas mourir, eh bien on sait qu'au bout de quelques mois, une personne peut développer une maladie gravissime et mourir effectivement par l'injonction, par la répétition des mots, des paroles, mourir de maladie, ou se suicider, ou mourir d'un accident. Donc ça, c'est la force dont j'ai expérimenté la puissance in vivo tous les jours par ces foules qui arrivaient, en panique ou pas, mais pour chercher le vaccin qui allait les sauver d'une mort certaine. Voilà, donc effectivement, on voit dans votre livre, il y a des gens qui ont une foi totale, et puis certains qui font ça parce qu'ils veulent continuer à vivre, c'est ça. Et vous, là, en fait, vous ne portez pas de jugement sur les gens dans votre livre, hein, j'ai l'impression, c'est pas... Vous observez tout ça. Oui, j'étais observateur et puis je n'avais pas de différence de traitement par les fanatiques pour ou les fanatiques contre. Je pense que l'idée était de respecter chacun et de s'intéresser ou pourquoi vous voulez absolument... pourquoi vous avez telle position, pourquoi vous avez telle autre. Et puis je pense que dans mon métier, j'ai appris à respecter tout le monde. Dans mon métier, normalement, nous soignons en temps de guerre, nous soignons également les deux camps. Et là, votre rôle, ça a été, j'ai l'impression, de prendre le temps d'écouter les gens et de leur poser des questions, de dire pourquoi vous voulez, est-ce que... Notamment, je pense, une personne qui avait fait un AVC, cette dame, elle voulait quand même prendre la 3e dose. Alors oui, c'est là que les gens se sont retrouvés, des braves gens se sont retrouvés dans des dilemmes terrifiants parce que je pense à cette jeune femme
mère de deux petites filles, aide-soignante à domicile, et qui fait un accident vasculaire cérébral gravissime après la première injection, et qui vient tout de même avec une aphasie totale, avec des troubles du langage, dans un état de désespoir, qui vient en pleurs, les larmes coulaient sur son visage. Je ne le fais pas, je n'en rajoute pas du tout, mais c'était ça. Elle vient pour prendre la deuxième. Et je lui dis, mais pourquoi voulez-vous la deuxième ? Et elle était obligée de prendre la deuxième pour ne pas perdre son travail et pour ne pas se retrouver à la rue avec ses deux filles. Et donc c'était extrêmement touchant. Et ce genre d'expériences ont été difficiles. Alors, pour comprendre un petit peu, ce n'est pas vous qui... Vous parliez d'injonction, mais là il s'agit d'injection. Ce n'est pas vous qui faisiez les injections. Vous donniez un QR code. Vous vérifiez que les gens avaient un consentement éclairé, c'est ça un petit peu votre rôle ? Alors, mon rôle n'était pas de vérifier que les gens avaient un consentement éclairé, parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas. Il y avait l'obligation vaccinale pour les braves gens ou pour les gens qui n'avaient pas le pouvoir de choisir. Donc, c'était ce que j'ai observé aussi pendant mes 2 années de vacation. La majorité des gens qui venaient là n'étaient pas des gens de pouvoir, étaient des gens simples dans la grande majorité, qui étaient obligés et qui n'avaient pas le choix de se soustraire d'une façon ou d'une autre à cette injonction. Alors votre rôle, c'était de donner un QR code et de discuter avec les gens avant qu'ils se fassent injecter. Moi, mon rôle médical, c'était, les gens venaient avec leurs ordonnances. Oui. En 3 minutes, j'avais une idée de leur pathologie. Et effectivement, je leur donnais le QR code. Il n'y avait pas de contre-indication possible à ce moment-là, puisque même cette brave femme, avec son aphasie et son accident vasculaire, à cette époque-là, il était impossible d'éviter l'injection, puisque lorsque je le raconte dans le livre, lorsque je suis allé voir les responsables du centre d'injection, ce fut une levée de bouclier totale et il était impossible d'évoquer un accident post-vaccinal. C'était exclu systématiquement et tout le monde devait être vacciné. Par la suite, j'ai pu prendre mes marques et j'ai pu me faire respecter un petit peu pour permettre un peu plus de souplesse dans cette tyrannie médicale des premiers mois. Et donc, est-ce qu'il était possible techniquement à quelqu'un qui venait vous voir de prendre le QR code et de disparaître ? On peut imaginer que les gens auraient été tentés, certains auraient été tentés de se rebeller. Ça, je raconte l'histoire du maçon serbe, effectivement, qui était très réactif et très, très intelligent, qui lui venait parce que son patron lui demandait le QR code. Et je lui ai dit, tiens, quand je lui remets le QR code, puisque moi je remettais le QR code, ensuite ils allaient, après moi, ils passaient à l'injection. Et je lui ai dit, tiens, voilà le QR code. Et donc il le prend et il a compris instantanément. C'était une question de fraction de seconde, de regards qui se croisent. Il a compris que je lui donnais le QR code avant l'injection. Il s'est levé et c'est une question de 2 secondes. Et il était à la sortie. Il a pris la sortie au lieu d'aller se faire injecter. Ça, c'est un cas. Mais ce qui est étonnant, c'est que étonnant, c'est-à-dire que quelque part, quelqu'un qui n'a pas peur, dans cette situation-là, s'il comprend, il peut peut-être faire un pas de côté. Oui, c'était très étonnant. Hein, je ne sais pas si c'était partout pareil. Alors, derrière ça... La majorité des gens, non parce que j'ai répété souvent par la suite, j'ai dit aux gens qui n'avaient pas l'air très chauds, je leur disais, voyez-vous, là-bas c'est la sortie. L'injection, c'est à l'opposé. Et juste à côté de la sortie, il y a les toilettes. J'ai répété ça souvent. Oui, vous avez donné des informations. J'ai dit aux gens, si vous voulez aller faire pipi, c'est là-bas, vous voyez, juste à côté de la sortie. L'injection, c'est là-bas. Très peu de gens sont allés aux toilettes. Oui. Donc c'est vrai que ça montre effectivement ce que vous disiez, la puissance de l'injonction, de cette idée qu'on allait nous sauver la vie avec un vaccin. Alors, l'injonction et l'obéissance. Et l'obéissance. Parce que c'était surtout capacité l'obéissance. À obéir. Alors, vous
parlez ensuite dans votre livre, quelques éléments d'analyse, beaucoup d'expériences de vie, c'est des choses que vous avez vécues, et puis cette idée que la médecine, que vous défendez, cette médecine depuis quelques années, elle est totalement déviée et dénaturée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le diagnostic que vous faites sur la médecine aujourd'hui ? Oui. À la lumière de ce qu'on a vécu un petit peu. Moi, je fais un parallèle entre la déviation et les abus de la médecine qui vient remplacer, si vous voulez, les abus de l'institution religieuse. Et s'il y a de bonnes choses à la base dans l'institution religieuse, par des falsifications, des abus, c'est devenu effectivement quelque chose qui a été rejeté massivement. Je pense qu'un jour, il faudra rejeter massivement cet abus de la médecine, comme nous avons rejeté les abus de la religion, jeter l'eau sale du bain, mais garder le bébé. Ce que nous n'avons pas fait avec la religion, nous avons jeté le bébé, et c'est dramatique pour les conséquences aujourd'hui. Donc, les abus de la médecine, oui, j'en parle par le système de corruption qui effectivement est mis en place dès le berceau, c'est-à-dire dès l'après-guerre. Je donne des exemples très très simples, très concrets, où les médecins sont excessivement gâtés par l'industrie pharmaceutique qui consacre plus de 10% des centaines de milliards depuis 70 ans de chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique à la promotion, à la publicité, pour gâter, pour corrompre, pour déformer, pour former les médecins afin qu'ils deviennent des prescripteurs et des agents du développement d'une industrie de la maladie, l'industrie de la maladie. Je fais juste un petit parallèle sans jeter les statistiques que vous pouvez vous voir. Il y a eu des statistiques, j'en ai vu récemment en Israël, il y a eu une longue grève des médecins. Il y en a eu en France aussi, une grève des médecins qui a duré plus d'un mois ou 6 semaines. On peut retrouver tout ça. Et les mortalités, les taux de mortalité ont baissé de façon drastique de plus de 30% en l'absence de cet abus, lorsque cet abus de la médecine est mis en veilleuse, parce qu'évidemment c'est devenu un commerce. Et malheureusement, la bonne idée de la sécurité sociale, à laquelle nous tenons tant et nous entendons tant parler, cette sécurité sociale qui est une bonne idée au début, l'assurance sociale est allée dans un abus total de la gratuité, où effectivement les gens sont déresponsabilisés, ressortent avec un sac rempli de médicaments de chez le médecin ou chez le pharmacien, ce qui n'existerait pas si les gens étaient un tout petit peu informés et responsabilisés, et si les médecins aussi étaient encouragés, comme dans la médecine traditionnelle chinoise, à faire une réelle prévention. Les médecins devraient être payés tant que les gens ne sont pas malades. Aujourd'hui, le cancer est une industrie qui rapporte autant que l'armement. Et voilà. Alors du coup, par rapport à ce qui a été vécu, c'est le développement de peur. On a ça depuis quelque temps. Il y a eu du temps de Roselyne Bachelot, la grippe aviaire, dont les vaccins avaient été achetés, ça n'a pas été diffusé. Le Covid, il y a eu effectivement toute une pandémie qui a existé. Mais alors du coup, là, on nous parle du Mpox, le retour de la grippe aviaire. Donc on voit bien qu'il y a la menace fantôme des virus qui revient. Alors qu'est-ce que, en tant que médecin, avec un peu de recul sur les événements, on a vraiment des menaces virales qui sont... Parce qu'on avait la peste noire au Moyen-Âge, mais c'est quand même pas du niveau de la peste noire ce qui nous arrive. Alors comment expliquer cette angoisse sociétale autour des virus en ce moment ? Oui, là, le parallèle avec la religion est tout à fait justifié, puisque la religion traumatisait, terrorisait la population avec le diable, un autre invisible, qui existe néanmoins. La médecine, aujourd'hui, la dictature médicale, enfin la médecine déviée, terrorise les gens avec un autre invisible, le virus. Alors ces virus fabriqués ou réels, mais effectivement, sont des moyens de pression,
des moyens de chantage terribles sur la population et des moyens d'abus de pouvoir absolument terribles, comme le diable, les curés ont fait. Les toubibs sont dans cet abus et dans cette collaboration, malheureusement, avec des pouvoirs tyranniques, avec des pouvoirs abusifs, qui ne voient pas l'intérêt des populations, mais qui sont, nous le savons bien, menés par les intérêts de quelque chose qui est plus grand que des multinationales, puisque ce sont des grands groupes. Des groupes qui contrôlent l'OMS, qui contrôlent le plan mondial de la santé, qui contrôlent l'ONU, qui finance à 40%, 50% ou plus ces instances. Et oui, parce que vous faites un parallèle entre le virus de la peur, le virus informatique, et personne n'est choqué par le fait qu'un des prescripteurs de vaccins, c'est un mec qui n'est pas docteur, c'est Bill Gates, qui est un spécialiste des virus informatiques. Alors, avec le Gavi en Suisse, comment vous voyez un petit peu tous ces... La fondation Gates, ils veulent notre bien, ça a l'air d'être des humanistes, mais est-ce qu'on peut avoir confiance à quelqu'un qui est un expert de virus informatique pour nous donner des conseils sur notre santé ? Alors, le pouvoir passe par la connaissance. Donc, comme on revient aux religions, les prélats, le Vatican était détenteur de toutes les connaissances de la réalité, de la véritable nature humaine, de la structure de lumière du corps humain, je ne sais pas comment le dire, des corps subtils, de l'entité, de l'extraordinaire technologie que constitue le corps humain, c'est-à-dire corps, âme, esprit, avec des corps subtils, avec une technologie qui dépasse tout ce qui nous fascine aujourd'hui dans l'hypertechnologie que nous connaissons, qui est en train de se développer, mais qui nous fait malheureusement oublier la technologie extraordinaire, infiniment plus extraordinaire que toutes ces technologies artificielles qui ne sont qu'une pâle, très très pâle emprunt de la technologie de la nature, on pourrait dire de la technologie divine, mais qui malheureusement accapare l'attention des gens comme un enfant, un bébé qui utilise un hochet. Et nous sommes tous un petit peu accrochés. Vous voyez comment nous sommes accrochés. La population est accrochée à son téléphone, à ses téléphones portables, aux jeux vidéo, tout ça. À tous ces outils informatiques. Donc pour autant, effectivement, aujourd'hui, avoir conscience à tous ces vaccins, donc Bill Gates et d'autres font la promotion des vaccins ARN messagers. Intellectuellement, ça a l'air être de quelque chose qui... D'ailleurs, c'était par rapport au cancer au départ, je crois que c'était testé. Donc là, est-ce que, du coup, tous ces bienfaiteurs de l'humanité ont trouvé le remède miracle, d'après vous ? Ou est-ce que vous avez des préventions face à ces propositions de solutions vaccinales qui, tout de suite, on parle d'un nouveau problème, là, tout de suite, on ouvre des centres de vaccination et on sort des vaccins très vite. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors, il n'y a absolument aucune... ce ne sont pas des vaccins. C'est clair, c'est carré, c'est définitif. Ce ne sont pas des vaccins. Ils n'ont pas rempli les critères d'un vaccin ça a été vérifié, donc ça a été prouvé par 1 milliard de fois. Ils ne préviennent pas, ils n'empêchent pas d'attraper la maladie, puisque les gens vaccinés attrapaient davantage la maladie, et ils n'empêchaient pas de contaminer, de transmettre la maladie, puisque les gens injectés continuaient de transmettre la maladie. Donc ce n'est pas un vaccin, ce serait au mieux une thérapie génique, mais thérapie de quoi ? On ne sait pas, puisque les effets secondaires ont été relevés malgré la tentative d'omerta et d'interdiction, parce que j'ai vécu dans la menace et l'interdiction de relever les effets secondaires gravissimes. Il était hors de question de parler d'effets secondaires gravissimes
pendant pratiquement toute la pandémie. Et nous les avons vus, pourtant, tout le monde a pu, en se renseignant, tout le monde peut savoir que même des personnalités, des sportifs de haut niveau, des enfants en bas âge, enfin enfants prépubères, mourir brutalement, sans explication, sans autopsie. Alors on a dit c'était le Covid, lorsque l'enfant a été injecté 3 fois. On disait il est mort du Covid. Et puis aussi, il y a les Covid longs aussi. Les Covid longs, c'est étonnant cette technique. Alors l'histoire des Covid longs, c'est extraordinaire parce que il n'y a pas de Covid long, évidemment, c'est une invention, comme dans les discours politiques, on justifie tout et n'importe quoi par du blabla pseudo-scientifique. Il n'existe pas de Covid long. Il n'y a que des conséquences de gens injectés. Ce que moi j'ai vu, donc j'ai vu des gens diagnostiqués Covid long, c'était des jeunes personnes, souvent des gens de 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui ont été multi-injectés et qui se retrouvent avec des Covid longs. Puisque c'est tellement ridicule que les médecins font semblant d'y croire, qu'ils ont même introduit la notion de grippe, de syndrome de grippe longue, j'ai entendu. C'est pour justifier a posteriori, on dit puisqu'il y a des Covid longs, il doit y avoir des grippes longues, et s'il y a des grippes longues, ça va permettre de faire passer les Covid longs, suite aux injections. Voilà ce qui se passe. Ouais. Donc effectivement, une situation qui est, à votre sens, on sent bien la problématique. Et pour conclure sur ce point, qu'est-ce que ça révèle de l'être humain, cette situation pour vous ? Ça révèle, comme je disais à mon ami de 50 ans qui s'est retrouvé en réa, qui n'avait rien à foutre en réa. Alors il me dit, mais je ne suis pas hystérique, j'avais les symptômes. Alors je lui dis, non, bien entendu, tu n'es pas hystérique, mais tu es un être intelligent et tu es surtout un être sensible et vulnérable. Et si on te répète jour après jour, tu vas mourir, et si on te montre des milliers de gens qui meurent, évidemment, et là, ça c'est extraordinaire, là, le pouvoir extraordinaire de la parole. Et c'est là que je sens que j'ai envie de développer et d'informer, car nous parlions des prélats tout à l'heure, mais tous les détenteurs, et de Bill Gates, et les détenteurs de pouvoir connaissent. Le pouvoir, après, est beaucoup plus important que l'argent. L'argent, nous le voyons, leur permet d'accéder au pouvoir des médias, puisqu'ils ont acheté tous les médias, qui permet d'injecter des mots qui rentrent en vous à partir du moment où vous êtes croyant ou crédule. Vous recevez, c'est quelque chose, les mots entrent en vous comme une injection, comme une inoculation. Quand vous croyez, quand vous avez confiance dans l'autorité, c'est le problème aussi, l'image d'expérience de Milgram, l'obéissance à l'autorité, à la blouse blanche. Voilà, qu'on voit dans le film Icomicard de Henri Verneuil, très intéressant. Ouais. Je ne sais plus quel était le début de la question, je n'ai pas tout à fait répondu. C'était effectivement la soumission, vous avez illustré la soumission et la vulnérabilité à la parole. À la parole. Alors, donc, et mon copain, sensible et vulnérable, il est honnête. Oui. Parce qu'il n'imagine pas que l'autorité, que puisse être malveillante. Père puisse être à ce point tordu. Ouais. Le gros problème, c'est ça. Parce que vous pouvez avoir un médecin ou une autorité fou allié, mais ça ne se voit pas toujours, totalement, extrêmement pervers, mais la blouse blanche va faire que vous ne remettez pas en question l'autorité, comme quand vous êtes sous l'influence ou l'abus d'un père abusif. Nous savons très bien jusqu'où peut aller le déni des enfants abusés ou violés. Et c'est du même ordre. Et vous faites le parallèle qui est effectivement intéressant, voir comment notre société qui défend les droits de l'enfant, aussi, on le voit, Bernard Ayas a sorti un film de femmes qui témoignent,
de cette idée de la pédocriminalité institutionnelle. C'est On ça. est un peu hors sujet, mais bon, pour vous, il y a quand même on est aussi dans des choses un peu d'injonction et de manipulation par les mots et par les images. Au niveau psychoanalytique, c'est la même chose, parce que l'humain étant un être d'essence universelle, l'univers se reflétant en nous, tous les aspects de la vie humaine, de la vie sociale, de la vie familiale, de la vie intime, de la vie intellectuelle, philosophique, religieuse, sont reliés. Et les détenteurs de pouvoir savent cela, et c'est ainsi qu'ils peuvent prendre pouvoir sur cette structure extraordinaire, sur cette technologie extraordinaire que nous sommes, pour nous éloigner justement de savoir qui nous sommes, parce que si nous avions accès à cette technologie que nous sommes, il n'aurait plus aucun pouvoir sur nous, il n'existerait plus. Voilà, alors pour la deuxième partie de cette vidéo, on est dans votre beau jardin, puis on va essayer quand même par les mots de redonner aux spectateurs quand même une raison quand même d'espérer, peut-être pas trop, mais en même temps de comprendre et de se dire qu'il y a peut-être des solutions à trouver. Voilà. Alors, le chemin vers la guérison, concrètement, face à toutes ces menaces virales, face à toutes ces menaces de l'immunité, vous avez une phrase dans le livre qui est intéressante. Il y a effectivement, on essaye de nous montrer qu'on serait responsable d'une immunité collective, et vous, votre point de vue de médecin, si j'ai bien compris, c'est que l'immunité, elle n'est qu'individuelle. Et nous faire croire qu'on est responsable de la santé des autres, c'est un peu, peut-être un biais, non ? Oui, c'est un abus, c'est vraiment une falsification, c'est une manipulation. C'est une manipulation. Oui. Vous êtes responsable de la santé de vos enfants, Ouais. dans une certaine mesure, et encore. Oui, tant qu'ils sont mineurs, parce que si après, Tant qu'ils s'ils sont sont majeurs, mineurs. s'ils font n'importe quoi, j'ai envie de dire, on peut les informer, mais on ne peut pas être... voilà, Chacun a son Ouais. libre arbitre, effectivement. Ouais. Et tout le but de la vie, tel que je le vis, tel que je l'observe jusqu'à présent, à mes 72 ans, c'est que la vie, tout est fait pour développer ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est-à-dire ma capacité à répondre à toutes les sollicitations, et essentiellement à m'adapter et à exprimer la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire évidemment pas me laisser emporter par un virus, quel qu'il soit, ou par quelqu'un de malveillant. Alors, il a été dit qu'il n'y avait pas de remède contre les différentes maladies émergentes, là, que par rapport au cancer non plus, il y a des traitements très lourds. Alors, quelle est votre vision une fois qu'on est malade, qu'on a attrapé un cancer, un virus, parce que ça peut arriver à plein de gens, avec peut-être l'hypothèse que est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui seraient eux-mêmes, qui développeraient des cancers à cause de certaines injections? Ça, c'est une question qui est ouverte et qui peut se poser légitimement. Une fois qu'on a posé ça, comment rentrer individuellement dans un chemin de guérison? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui aident, ou est-ce qu'il n'y a pas de remède miracle, j'ai l'impression? Comment vous... Voilà, c'est une question complexe. Comment vous pouvez C'est toujours une question individuelle. Il n'y a pas de recette absolue. Une recette qui va marcher pour une personne ne marchera pas pour l'autre, ce qui veut dire que nous sommes des individus uniques, que chaque situation est unique. Et je reprends, lorsque je me suis installé comme médecin généraliste et que j'ai commencé à faire ma propre cuisine, je me suis intéressé à tous les types de guérisons quand je voyais des maladies graves, et puis quelques personnes qui allaient guérir en allant dans des médecines alternatives, des guérisseurs, ou des gens qui carrément partaient en voyage et changeaient complètement de mode de vie et se mettaient en mode guérison. Il y a comme ça de nombreux témoignages sur la planète de personnes qui ont eu des guérisons spontanée, ça existe. Donc c'est celle-ci qu'il faudrait étudier. Mais j'ai toujours recherché le dénominateur commun à toutes les guérisons, tous les modes de guérison, qu'il se soit une abstention par une approche psychologique ou médicamenteuse allopathique ou très très lourde. Même dans les cas très très lourds, des gens guérissent.
que ce soit une maladie bénigne ou une maladie grave, il y a un processus qui est toujours répété. Il y a une descente dans la maladie, même pour la grippe. Vous descendez dans la maladie, tout le monde connaît cela, soit la grippe ou le cancer. Et à un moment donné, vous allez arriver à un point où vous sentez très bien et vous le savez. Et la personne le sait. C'est pourquoi vous êtes votre premier médecin, votre meilleur médecin, votre premier scientifique. Ce devrait être le patient, la personne, l'individu. Vous descendez dans la maladie et à un moment donné, il y a un point où soit je vais toucher le fond et me remettre en guérison. Pour la grippe, c'est très facile à observer et je vais me remettre en guérison. Ou il y a un point pour la grippe ou pour toute autre maladie où je vais continuer à m'enfoncer, à descendre dans la pathologie chronique jusqu'à la mort, quand ce sont des maladies gravissimes qui mettent en jeu le pronostic vital. Mais c'est ce point dans la courbe descendante, juste là où se situe avant la remontée, et ce point, tout le monde peut l'observer, le sentir, l'expérimenter. Et c'est cette inversion de la courbe fatale qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé chez tous mes patients, et qui m'a permis de voir des guérisons, entre guillemets, miraculeuse, ou d'accompagner la personne vers cette conscience-là de son propre pouvoir sur la maladie. Alors comment justement, en tant que médecin, on peut accompagner quelqu'un? Est-ce que c'est en lui prescrivant, je ne sais pas, des choses qui sont de santé alternative? Est-ce que c'est par juste le dialogue? Comment vous... Voilà. Alors, c'est le docteur, dans le colloque singulier qui a été introduit en 1947, par docteur Portet, je crois, colloque singulier dit « La guérison est la rencontre d'une conscience et d'une confiance ». Il faut ces deux aspects-là. La conscience, c'est quoi? Ça peut être du savoir, c'est bien entendu une connaissance, une pratique, une expérience, mais je dis c'est souvent quelque chose de beaucoup plus subtil, c'est-à-dire, je prenais l'exemple quand j'étais déjà très jeune, de la personne qui a envie de mourir peut-être, qui est chez elle et pour X raisons, nous avons tous quelquefois eu des envies de mourir, est extrêmement déprimé, donc va déprimer son immunité ou peut avoir envie de se suicider ou de se jeter par la fenêtre. Et à un moment donné, il va descendre dans la rue, peut-être tenaillé par... peut-être qu'il a encore une petite faim ou une petite pulsion de vie, et il va aller chez la boulangère qui va lui donner un sourire, une belle parole, un regard. Et ça peut suffire quelquefois à nous faire sortir du désespoir. Et ça touche à ce point en bas de la courbe où un regard peut donner envie de vivre ou de mourir. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est l'aspect conscience. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons les uns aux autres? Comment nous nous traitons? Rencontre d'une conscience et une confiance. Alors après, il n'y a aucune règle absolue. Il y a des cas, évidemment, où l'allopathie est absolument nécessaire dans les cas d'urgence. Pour moi, le diagnostic était toujours fondamental, essentiel, parce que j'ai vu que la pire chose dans les maladies graves, c'est le déni. Le déni, c'est le refus d'accepter un fait que je suis dans une sale posture. Et évidemment, derrière cette sale posture, il y a toute ma responsabilité, responsabilité pas culpabilité, mais responsabilité d'un vécu douloureux, d'un passif douloureux, de mémoires douloureuses qui sont quelquefois difficiles. On a parlé des abus que nous avons pu subir, qu'il est quelquefois que l'on préfère mettre sous le tapis, oublier, plutôt que d'y faire face. Mais c'est là que le travail personnel de nettoyage de nos mémoires biographiques, familiales, sociales est nécessaire pour accéder à la souveraineté. Ce point en bas de la courbe dont je parle, ça touche fondamentalement à la souveraineté qui fait que, je prends une image toute bête, un peu vulgaire, mais si vous prenez quelqu'un de dépressif, profondément dépressif, et que vous le jetez dans l'eau froide à 1 kilomètre de la côte, il va oublier le temps de rejoindre
le rivage, il va oublier la dépression. Et peut-être qu'il va trouver un élément de guérison. C'est pas pour dire qu'il faut maltraiter ça les peut être personnes. Un peu violent, oui. Ce n'est qu'une image. Ce n'est qu'une image pour dire qu'il y a dans notre malheur ou dans notre tristesse ou dans notre dépression, c'est-à-dire dans la maladie, parce que qui dit dépression immunitaire. Toute maladie, toute dépression immunitaire vient sur un terrain de dépression, qu'il soit conscient ou pas. Et ça, c'est également très, très intéressant. Et quand nous voyons les malades, évidemment, aujourd'hui, pour moi, c'est évident, quand je vois une maladie grave, je demande à la personne, qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous avez vécu dans les derniers mois, la dernière année ou les 2 dernières années? Et puis, immédiatement, la personne va exprimer le drame qu'elle sait. Elle sait parfaitement que ce drame, que ce soit un divorce, une perte importante, une contrariété considérable, ça peut être une petite chose, mais qui est vécue de façon très très négative, que cette contrariété a déclenché ce processus morbide, évidemment. Et ça, c'est très très intéressant. Les gens le savent, mais les médecins, il est très curieux que les patients le savent, mais les médecins disent non, ça n'a rien à voir. Donc il y a un déni de la part du corps médical, de l'ensemble du corps médical, qui est lié à l'enseignement falsifié, complètement falsifié, pour dire que les gens ne deviennent pas responsables. Mais on a segmenté aussi, c'est-à-dire que là, on a l'impression que vous prenez le temps d'écouter. On va dire, écoutez, allez voir un psychanalyste, allez voir un psychiatre. Donc c'est une segmentation Les gens viennent aussi voir un médecin pour avoir un remède miracle. Alors on a beaucoup parlé de la chloroquine, de l'ivermectine, et ça a été un peu shadowbanné, mis au banc. Il y a aussi aujourd'hui le dioxyde de chlore qui revient. Est-ce que vous pensez que ces molécules, ces techniques peuvent aider les gens, ou c'est des fake news de propager dans le contexte de la pandémie, j'ai donné énormément de chloroquine, d'ivermectine, quelquefois de la cortisone et de l'oxygène. Les gens se sont remis à des vitesses extraordinaires qui m'ont surpris. Parce que en temps ordinaire, l'antibiothérapie sur une maladie infectieuse ne marche jamais aussi vite. Et là, c'est très intéressant, dans ce contexte extrêmement tendu et polarisé entre les pros et les anti, c'est-à-dire la molécule agissait plus vite que tout ce que je pouvais imaginer. Et j'ai vu des gens prêts à partir en réa, se remettre au bout de 2 jours avec quelques comprimés d'ivermectine, se remettre très très rapidement. Donc ça montre bien la composante aussi des gens qui étaient rejetés par la médecine, rejetés par leur médecin généraliste, qui étaient complètement affolés, perdus à l'idée d'aller en réanimation. L'importance de la prise en charge qui a été trahie complètement pendant cette pandémie, qui a été trahi par les médecins, et je ne peux pas encore comprendre comment l'ensemble du corps médical, sauf évidemment pas tous, il y a des exceptions, mais la majorité du corps médical a collaboré avec cette politique abusive. Et aujourd'hui, il y a un livre qui fait parler de lui. Ce livre, d'ailleurs, il a un titre programmatique, Santé interdite, d'Andreas Kalcher. Santé interdite et effectivement interdit. Donc là, quand on voit la couverture, on se dit, tiens, on a un type qui nous vend une espèce de remède de perlimpinpin. Ça fait bizarre, effectivement. Est-ce que vous avez une expertise, un avis sur ces protocoles qui se développent aujourd'hui, soit en termes de soins intensifs de certaines pathologies, soit en termes de prévention? Alors je ne l'ai pas utilisé pendant la pandémie, je l'ai utilisé à titre personnel, j'en ai fait l'expérience et puis j'en ai fabriqué. Et j'ai l'impression que c'est un moyen qui permet de responsabiliser les personnes. D'abord, c'est un remède qui est peu cher, qui est très facile, que chacun peut fabriquer. Et qui est très intéressant, c'est-à-dire que dans la mesure où demain nous n'avons plus de médecine, dans le cas
catastrophe, on ne sait pas ce qui peut se passer, on voit déjà les pénuries de médicaments, ça peut être un remède de secours très très efficace. Mais je mets tout de même une nuance, tu vois, parce que c'est quand nous parlons du refus de soins des médecins et des gens qui n'étaient plus pris en charge. Et lorsqu'ils sont venus vers moi, je les ai pris en charge et ils se sont immédiatement remis. Donc il faut toujours cette relation de confiance et de conscience. Elle n'est pas nécessaire avec le médecin. Il faut une personne d'autorité, parce que je ne peux faire confiance qu'à une personne. Aujourd'hui, la majorité des gens, je comprends, dans toutes les classes sociales, font confiance à la science, au médecin, parce qu'on pense que le médecin est détenteur de la science, alors que la médecine n'a absolument rien de scientifique. Il y a une hypertechnologie qui est très intéressante, qui est extrêmement développée, très très coûteuse et performante, mais cette technologie ne soigne pas pour l'instant. Ce sont des moyens de diagnostic, mais qui n'apportent rien à la thérapie, au traitement. Avec l'idée qu'il y aurait des intelligences artificielles qui seraient capables d'écouter et d'aider les gens mieux que les médecins. Donc là, on rentre dans la quatrième dimension avec ce genre. Non, alors ça, c'est une escroquerie terrifiante. Terrifiante, là. Ça, on est d'accord. C'est une escroquerie terrifiante parce que l'intelligence artificielle est fabuleusement intelligente, mais elle est fabuleusement artificielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience. Et voilà. Donc il n'y a pas la dimension de cœur, et il faut toujours penser qui est derrière l'intelligence artificielle. Ce n'est qu'un outil, comme les outils médiatiques qui sont aujourd'hui complètement en Occident, complètement sous contrôle de Big Pharma. L'intelligence artificielle, vous pouvez vérifier, chacun peut le vérifier en posant des questions, sans se laisser, en posant des questions, justement ces questions clivantes, de voir que l'intelligence artificielle va répondre dans le sens de ce pouvoir de ces quelques individus qui détiennent l'ensemble des médias. Donc la réponse va toujours être orientée, comme les curés vous répondez le catéchisme de Rome, comme les médecins vous racontent le catéchisme de Big Pharma. L'intelligence artificielle raconte le catéchisme de ce que nous pouvons appeler l'état profond aujourd'hui, qui est fondamentalement ennemi de l'humanité, qui travaille contre l'humanité. Nous le voyons, puisque que ce soit à travers la pandémie ou l'état catastrophique de la santé dont Robert Kennedy en a parlé la semaine passée, l'état catastrophique de la santé de la population américaine, mais ça pourrait être étendu à une analyse sur l'état catastrophique de la population des Européens, avec les flambées de cancers, de maladies chroniques, de maladies auto-immunes et les turbocancers depuis les injections vaccinales d'ARN messager. Donc de quoi se poser pour nos spectateurs, l'idée de posons-nous des questions, des bonnes questions, et essayons de nous informer un petit peu en avant sur ces questions. Eh bien écoutez, Marc, maintenant on va évoquer le sous-titre et l'image de la couverture de votre essai. Donc ce sous-titre, c'est l'aventure vers le nouveau monde. Et je voudrais vous poser la question du choix de l'imagerie, qui est a priori une imagerie liée au Christ, à la transfiguration du Christ, dans un retable à Isenheim, c'est ça? Alors pourquoi ce choix d'imagerie? Alors, c'est un symbole effectivement d'une part religieux, mais pour moi ce n'est pas un symbole religieux, c'est un symbole qui va au-delà de toutes les religions, auquel je me suis reconnecté en allant en Inde, dans les Himalayas, à travers le shivaïsme de l'Himalaya, le shivaïsme des origines, et ce concept de soleil de tous les soleils, de germe à l'origine du monde, de tous les mondes et de tous les univers, est représenté par effectivement un germe en Inde, dans les Himalayas, et c'est le soleil ou la source de toutes les sources d'où jaillissent toutes les devenirs. Et c'est là où la métaphysique rejoint la physique.
la physique quantique, Quantique. dans ces développements les plus subtils de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et où tous les véritables savants rejoignent la métaphysique, deviennent mystiques. Alors, juste pour être sûr de bien comprendre, vu qu'on est en pays cathare et que beaucoup de gens cherchent le corps du Christ, qui serait là, ce que voudrait dire cette image et la physique quantique, c'est que derrière le corps physique, il y a un corps énergétique, et c'est ce corps énergétique qui, lui, la transfiguration ne conserve pas le corps physique disparaît. C'est ce qu'on a dans les philosophies orientales, je crois. C'est l'idée d'un corps de gloire, d'un corps spirituel, d'un corps énergétique. C'est ça le point commun pour vous ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un être éternel, sans début ni fin, ce qui est absolument inconcevable, puisque personne n'a jamais pu concevoir ce qu'il y avait avant le Big Bang et d'où jaillit le Big Bang, sinon du plus profond de nous-mêmes. Et nous rejoignons là une idée qui de nouveau a trait à l'amour. Nous développerons peut-être de voir comment l'amour nous relie à la... Alors oui, mais allons-y, parce que alors, le Nouveau Monde, ça serait un monde, quand on lit le livre, où cette place de l'amour, on redonnerait ces lettres de noblesse à l'amour. Alors peut-être développons ça. Bien, le Nouveau Monde, effectivement, est un monde de conscience, où... alors j'ai un peu de mal. Le Nouveau Monde est un monde de conscience, où l'amour est effectivement central, mais cette notion est très très difficile à manipuler. Elle est tellement confusante que je ne peux pas en parler aussi abruptement, sinon à travers l'idée, la notion d'unité. C'est-à-dire que toutes les créations de toute éternité, les mondes infinis, les univers sont effectivement issus d'un point d'origine inconcevable, non quelque chose, sans début ni fin, donc sans dimension, un point immatériel dont jaillirait toute la matière, tous les univers et les galaxies. Point de conscience, point que nous pouvons appeler la source ou l'être auquel je tente de me relier par la parole, par la conscience, et que je voudrais éveiller en moi et en vous à travers la parole. La parole aussi, vous savez, la parole qui tue ou qui guérit, selon nos orientations. Donc le Nouveau Monde, pour vous, ça serait effectivement recréer une circulation de la parole entre les gens sans pouvoir de domination, puisque on a vu malheureusement, aussi avec les intentions que vous éclairez, beaucoup de gens devenir des gourous de sectes. Oui. Donc là, il y a aussi un danger. La tentation du bien, elle est dans la médecine, elle est aussi dans la spiritualité. Alors comment vous esquissez ce Nouveau Monde où on serait dans la parole, mais plus dans la parole qui manipule, là, du coup ? C'est ça, c'est une parole authentique, donc c'est une parole intégrée et intégrale qui est reliée à la vérité de qui nous sommes, à la vérité de l'être vivant, à la vérité du vivant. Une parole qui se partage et qui effectivement éveille à la souveraineté, comme le parent qui élève, les parents qui sont censés élever les enfants afin qu'ils deviennent souverains, c'est-à-dire autonomes et aptes à vivre leur vie indépendamment des parents, indépendamment et libre des parents. Dans ce sens, on peut dire que je serais un partisan pas de l'amour libre dont nous avons vu où il aboutit aujourd'hui avec tous les excès, dont je ne parlerai même plus, même pas, mais de l'amour qui rend libre. La force et la vertu de l'amour, c'est de donner la liberté. C'est donc tout le contraire de tout ce que nous vivons à travers toutes nos institutions politiques occidentales, à travers les philosophies décadentes, à travers la culture complètement décadente. Et la médecine, évidemment, est
et les religions déviées, les religions politisées, comme la médecine ou la science. En conclusion de notre entretien, pour aller vers ce nouveau monde, quelques pistes de réflexion, de travail que vous pourriez donner à nos auditeurs. Alors, piste de réflexion et de travail, c'est devenir, être souverain, c'est-à-dire développer la conscience de qui nous sommes. Nous sommes une structure d'hyper-technologie infiniment plus, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, infiniment plus fabuleuse que toutes les technologies qui nous fascinent, mais c'est surtout de retourner et de comprendre le pouvoir du verbe. C'est exactement ça, oui, c'est de comprendre le pouvoir du verbe et de la parole, puisque nous sommes dans un monde hyper-médiatisé, d'hyper-information, mais l'hyperinformation fait que nous ne retrouvons plus, une chatte, comme on dit, ne retrouve plus ses petits. Donc il s'agit en fait de retourner aux fondamentaux, à une forme de bon sens, au sens surtout de la vie, et d'observer ce que nous apprend la nature. En l'occurrence, je dirais... reconnaître comment la parole peut développer notre conscience, notre immunité, comment l'information peut nous informer, nous donner de la force, du courage, de la joie, de l'envie de vivre, ou comment l'information nous déforme, nous contrarie, nous jette dans la peur et dans la maladie. Donc de ce point de vue, il est certain que l'expérience extraordinaire du Covid a montré comment l'information de la peur peut jeter des populations entières dans des drames et dans les salles de réanimation et mourir, puisque nous avons vu des amis mourir qui n'ont pas eu la chance d'accéder à des soignants ou à une main bienveillante. Mais de voir si la parole est capable de terroriser les individus comme autrefois le diable, nous jeter à genoux devant des pouvoirs en disant « Docteur, sauvez-moi, sauvez-moi » ou « Le vaccin, sauvez-moi, sauvez-moi ». Il est aussi possible, si les médias sont utilisés à bon escient, le médiateur devient bienveillant. Il peut nous apprendre en 3 mois, en quelques mois, à éradiquer le cancer, puisque nous voyons que dans ce monde infernal, malgré les milliards et les milliards et les milliards, il y a de plus en plus de cancers, de maladies chroniques, de maladies auto-immunes, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et les gens sont de plus en plus malades, alors qu'il est tout à fait possible, si demain tous les médias donnent l'information, au lieu de voir des gens soumis à la peur, nous avons le pouvoir de développer une immunité parfaite sans aucun et d'éradiquer tous ces virus de la peur qui sont en fait les véritables agents de dépression de l'immunité qui permettent ensuite à des virus ou à des oncogènes, etc., de s'installer et de dire il est mort d'un cancer ou il est mort et de chercher des oncogènes ou il est mort d'un virus, ce qui est une absurdité totale. Évidemment, j'explique ça très clairement dans le livre. Voilà, mais est-ce que du coup, c'est pas un peu utopique de vouloir changer les médias? Moi, je pense qu'on peut peut-être, comme vous le dites dans le livre, fermer les médias actuels. Et pour aller vers ce nouveau monde, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des étapes aussi? Est-ce que c'est un chemin de solitude ou est-ce que c'est un chemin de couple, un chemin de communauté? Comment vous voyez le rapport entre l'individuel et le collectif? Peut-être beaucoup de gens aujourd'hui dans l'Aude et ailleurs recréent des collectifs, des groupes, et ne luttent pas contre le système. Parce qu'il y a les anciens modèles en isme, communisme contre capitalisme, on va se péter la gueule, on va se détruire. Là, vous êtes dans quelle dynamique? Est-ce que c'est cette dynamique-là ou vous êtes dans une dynamique de construire autre chose? C'est un chemin, c'est ni l'un ni l'autre. Oui. C'est ça que j'apprécie, mais c'est un va-et-vient. Le va-et-vient est très très intéressant, on pourra le développer, il y a beaucoup de choses à dire sur le va-et-vient.
C'est-à-dire que c'est effectivement un chemin de solitude momentanée pour aller à l'intérieur de soi, pour intégrer l'expérience que j'ai faite dans les instants ou les jours précédents, et puis de nouveau de retourner à l'extérieur et de faire une nouvelle expérience ou de partager l'expérience, le fruit des expériences de ce que j'ai récolté, de ce que j'ai développé, dans le sens de ce qui me fortifie, de ce qui développe ma souveraineté, et d'interagir ensuite avec d'autres pour partager ce qui nous élève, comme les bons enseignants élèvent leurs élèves. Effectivement, ce qui s'est développé dans ma maison ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent là, l'enseigne qui s'est imposée, ce n'était pas l'idée de aimons-nous les uns les autres, qui est trop confusant pour beaucoup de gens, mais c'est devenu élevons-nous les uns les autres. Alors quoi que nous fassions, que nous dansions, que nous fassions des conférences, que nous fassions du théâtre ou de la musique, c'est élevons-nous les uns les autres. Bah écoutez, c'est une belle idée, peut-être dire à nos spectateurs, auditeurs qui ont une maison, un terrain, un jardin, d'inviter leurs amis, de faire des soirées dans une optique d'élévation, et de réfléchir à tout ça. Voilà. Pour sortir de la peur. Marc Escalante, merci beaucoup. Donc comment se procurer ce petit livre, du coup édité à compte d'auteur, je pense. Compte d'auteur, oui. Vous le trouvez sur Amazon. Sur Amazon. Pour 10 €, voilà. Voilà, et vous êtes dans l'Aude, on fait un joli plan sur ce beau pays Qatar où on trouve encore des espaces de liberté et des montagnes. Merci Marc. Merci beaucoup Stéphane.